On en a un petit peu ras-le-bol de ce qu'on appelle les injonctions contraires, où on ne sait pas exactement ce qu'on attend de nous et où on veut nous emmener. On nous explique que l'agriculture doit se verdir, par exemple, doit adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, et d'un autre côté, les consommateurs veulent toujours manger moins cher. Il faut qu'on soit compétitif sur un marché européen, un marché global, avec des spécificités nationales, des réglementations nationales qui nous sont imposées et qui viennent entamer cette compétitivité. Ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une vision claire pour l'agriculture. Quelle agriculture veut-on dans nos territoires pour les générations à venir? Qu'est-ce qui peut encore donner à nos jeunes l'envie de faire ce métier? Donc comme l'a dit Nicolas, aujourd'hui nous ce qu'on attend vraiment c'est une vision pour l'agriculture. Et quand on parle de vision, on parle naturellement du renouvellement de génération en agriculture. Je crois que c'est le dossier quand même principal et ça doit le rester chez les jeunes agriculteurs. Aujourd'hui on a besoin forcément d'une agriculture plus verte, on voit que ça s'inscrit dans une demande sociétale qui est de plus en plus importante. Donc on doit assurer d'une part la souveraineté alimentaire tout en faisant plus attention à nos pratiques vis-à-vis de l'environnement. Chose que l'agriculture a toujours répondu favorablement, simplement ça nécessite du temps et des moyens. Donc aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, il nous faut une vision, un cap pour notre agriculture, en faveur d'une agriculture plus responsable dans ses cycles de production, qui assure à la fois une souveraineté alimentaire et une souveraineté énergétique, et toujours qui est, on va dire, pleine d'espoir pour les générations futures qui vont embrasser la carrière d'agriculteur. Alors j'imagine que monsieur le ministre, vous avez peut-être envie de répondre tout de suite, mais moi j'aurais bien aimé qu'on aille un peu plus loin sur les attentes des agriculteurs et des jeunes agriculteurs. François Pursec, vous avez mené ces derniers mois une étude qui est plus sur les européennes et le comportement des agriculteurs, mais justement dans cette étude, alors vous pouvez peut-être un peu nous la présenter, mais je crois qu'il y a quand même aussi les attentes qui sont, et voir si les attentes des jeunes sont un peu différentes de leurs aînés. Oui, on a réalisé une étude avec Pierre-Henri Bonneau au Centre de recherche politique de Sciences Po Paris qui porte sur 2200 agriculteurs. On a exploité 1400 réponses et on a redressé un échantillon qui se veut caractéristique de cette population. Ce qui est sûr, c'est que, et on a voulu le comparer aussi cet échantillon parce qu'on sait très bien que les agriculteurs sont faiblement représentés dans la plupart des sondages d'opinion. On parle d'eux, mais on sait très très peu de choses en fait finalement sur leurs intentions de vote, sur leur représentation et notamment les représentations de la crise. On parle souvent à leur place et donc il nous apparaissait important quand même d'aller taper au plus près d'eux pour essayer de voir finalement comment ils percevaient la crise, comment ils percevaient l'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un net besoin de protection. Protection, c'est ce qu'ils attendent des politiques publiques. Protection d'un marché national qu'ils veulent souverain. Plus de cohérence, c'est-à-dire que finalement, ce qui était perceptible dans les échanges qu'on pouvait avoir de manière un peu empirique, un peu dans le cadre d'une démarche un peu plus qualitative et confirmée, on ne cherche pas forcément à conquérir le monde, on cherche avant tout à pouvoir vivre du prix de nos produits. Et ce qui était très présent aussi dans les revendications, c'est-à-dire qu'on cherche de la valeur. Voilà. Plus même que la question du revenu, c'est on veut une norme qui contribue à générer de la valeur. C'est ce qui ressort aussi de l'enquête. C'est pas la norme en soi qui est problématique, c'est l'incapacité de la norme à produire de la valeur. Et c'est le sens de la norme qui manque, qui est souligné aussi dans cette enquête, avec des jeunes qui finalement sont peut-être plus sensibles aussi aux franges extrêmes de l'échiquier politique. Donc il faut prendre garde aussi à ces tentations, à ces facilités intellectuelles qui pourraient conduire finalement à glisser. Pourquoi ? Parce que on se sent mal, et donc ça c'est quand même quelque chose d'assez perceptible chez eux, c'est-à-dire que en termes de satisfaction de la vie qu'on mène, les agriculteurs répondent en deçà du reste des Français. C'est-à-dire qu'à la question est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous avez, eh bien ils sont largement en deçà des ruraux en termes de réponse et largement en deçà de l'ensemble de la population. Donc ça, je pense qu'il faut prendre acte finalement de ce degré d'insatisfaction, notamment chez des jeunes qui, je le rappelle, ont fait le choix de ce métier. Donc c'est difficile, au bout de 5 ans, après s'être installé, de se dire ou de se penser insatisfait, indépendamment du niveau de revenu. Parce que ce n'est pas forcément corrélé non plus avec le niveau de revenu. Et ce n'est pas corrélé non plus, d'après nos statistiques, avec les types de production. Donc ça, c'est quand même un élément important de souligner la nécessité de se voir davantage protégé.
protégée à l'échelle nationale, quand bien même on considère que la politique agricole est centrale dans la survie de sa propre exploitation. Monsieur Aovi, vous recevez des fois des enfants d'agriculteurs. Quelle impression vous avez? Quel problème vous ressentez? Est-ce qu'il y a des attentes particulières qu'on ne retrouve pas chez d'autres enfants? Les enfants d'agriculteurs que nous recevons sont souvent, ont cette qualité-là, c'est qu'ils sont téméraires, ils sont courageux, ils sont téméraires. Et puis, alors, monsieur a parlé de choix. Le psy pense plutôt, il y a un choix sûrement, mais il y a un mandat, quoi. Enfin, ça me paraît important. Ils se sentent une responsabilité, ils se sentent appelés avant de choisir, parce qu'ils peuvent quand même choisir autre chose. Et donc, ils sont très préoccupés par ça, par comment ils vont transformer ce qu'ils ont reçu de leurs parents, qui eux-mêmes l'ont reçu. Et puis, il s'agit de la terre. En Franche-Comté, on n'est pas sur un terrain, on est sur quelqu'un. Les gens ils disent, ici vous êtes sur moi. Et donc les jeunes sont très attachés à ça et font tout ce qu'ils peuvent pour prolonger la tradition familiale agricole. Seulement, ils voient aussi, même si les parents le leur cachent, ça c'est très important, les parents font tout pour que ces jeunes-là ne voient pas la difficulté dans laquelle ils se trouvent. La passion coiffe la difficulté. Mais le problème des jeunes en général, c'est qu'ils voient ce qu'on leur cache surtout. Les enfants voient surtout ce qu'on leur cache. Et ils voient aussi la détresse de leurs parents. Et ça peut aboutir, lorsqu'ils n'ont pas de possibilité d'expression et d'accompagnement, ça peut aboutir à des situations tragiques, soit chez les parents, parlons clairement de suicide, soit chez les jeunes qui aussi peuvent, par à la fois passion et à la fois angoisse, aboutir à des solutions extrêmes. Cette notion de mandat, elle diminue peut-être un peu parce qu'il y a de plus en plus d'installations hors cadre familial. Est-ce que ça change beaucoup de choses dans la façon de fonctionner ? Oui, mais ce qui est juste, c'est de souligner le fait qu'on se pense souvent redevable. Redevable de son père, redevable de son conjoint ou de sa conjointe qui amène parfois l'essentiel du revenu. Et ça, c'est quelque chose qui pèse lourdement pour cette catégorie socio-professionnelle, qui pèse moins lourdement pour d'autres catégories socio-professionnelles, notamment chez les plus jeunes. C'est-à-dire que la passion ne suffit pas. Il faut en vivre aussi de sa passion. Donc c'est aussi central dans les revendications. C'est-à-dire que oui, on a choisi ce métier par passion, mais on a envie, au bout du bout, qui est aussi de la rémunération. Et cette rémunération, finalement, on l'attend, on ne la voit pas forcément venir. Et on a ce poids, finalement, non seulement parfois des parents, mais on a quand même aujourd'hui 30% des jeunes qui s'installent qui sont hors cadre familiaux. Et finalement, ce poids, c'est celui aussi de ceux qui nous ont accompagnés, aidés à s'installer. Et alors, quelles opérations ou quelles mesures peuvent être prises par l'État pour faciliter l'installation ou le renouvellement? Peut-être que vous voulez évoquer un peu la LOA. C'est l'occasion de le faire, et c'est le travail qu'on a fait d'ailleurs en particulier avec JA. D'abord, je rebondis sur 2 ou 3 sujets. Le premier, c'est sur la question des jeunes et de l'injonction ou de l'obligation qui serait faite pour un certain nombre d'entre eux. Alors c'est vrai qu'on a quand même un mouvement assez profond, et c'est ce qui justifie d'ailleurs un certain nombre de mesures, c'est que ce qui était avant une transmission familiale va être de moins en moins une transmission familiale, et de plus en plus des gens qui seront ce qu'on appelle non issus du milieu agricole. Je ne donne pas l'acronyme parce qu'il est horrible. Enfin, ça fait NIMA, mais ça n'a pas grand intérêt. Et ça change complètement le public, d'une certaine façon, parce que quand vous étiez... Et là, il y avait une charge, y compris mentale, parfois, qui était donnée. C'est pas la même chose que celui qui n'est pas issu du milieu agricole, qui porte un projet et qui vit autre chose que celui qui était l'enfant d'une certaine façon de ses parents agriculteurs.
Donc ça, c'est un mouvement qui est assez profond, dont on sait qu'il est durable, parce que là, on est à 30-40% dans ce registre-là, et on voit bien qu'y compris dans l'enseignement agricole, on a maintenant des publics qui sont plus du tout, enfin, majoritairement non issus du milieu agricole. Donc ça change, y compris sur l'approche de la formation. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est, vous parliez de passion, un certain nombre, et du coup, ceux-là rentrent encore plus par passion, parce que pour le coup, ils ne connaissaient pas. Donc, en tout cas, ils en avaient une image, parfois un peu idéalisée, je ne sais plus qui en a parlé, c'est peut-être vous, un peu idéalisée de l'agriculture, ils se confrontent au réel, et le réel est d'autant plus dur compte tenu des situations dans lesquelles ils sont. Troisième élément, c'est, à un moment, on a fini par dire, y compris la société, y compris peut-être nous, gouvernants, que la passion suffisait à accepter tout, et qu'à la fin, en fait, la passion n'était plus une passion, c'était un sacrifice. Il ne faut quand même pas confondre la passion et le sacrifice. Or, c'est ce qui a pu se passer. Et donc, au travers de la loi d'orientation, l'idée, c'est quand même d'essayer de répondre à un certain nombre de sujets. Le premier, pour beaucoup de jeunes, c'est la question du moment de la transmission. C'est comment on identifie mieux ceux qui vont céder pour qu'une relation se fasse entre le cédant et le repreneur, d'une façon ou d'une autre, autour de cela. Deux, c'est comment on gère cette transmission comme un moment aussi de transition. C'est-à-dire qu'avant, on reprenait, on reproduisait sans qu'il y ait... Alors même s'il n'y avait pas non plus... pas idéalisé avant toujours, mais on reprenait une exploitation et on savait à peu près, les comptables pouvaient vous dire à peu près ce que ça donnait à 5 à 10 ans. La différence maintenant, c'est qu'on ne sait pas tout à fait dire ce qui va se passer, parce que les aléas que vous avez évoqués, bah, le prévisionnel que vous avez en année N plus 1, il est déjà chahuté très vite. Et donc on a besoin d'avoir un travail avec les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs. Deuxième changement, on va avoir des gens qui auront eu une première vie professionnelle, qui n'auront peut-être pas les mêmes attentes que quelqu'un qui a 20 ans. Et donc, avec eux, il faut qu'on travaille sur ce moment de transition. C'est comment on se dit, c'est le moment où on s'installe, où on peut se dire quel est le modèle, quel est l'assolement, quelle est la diversification, quel est l'atelier que je choisis. Ça, c'est un deuxième sujet sur lequel il faut travailler. Troisième sujet, et ça vient faire écho de nouveau au mouvement, c'est comment on essaye de, par l'orientation, par la sensibilisation, par la découverte, de reconnecter la société avec le milieu agricole, et pas l'inverse d'ailleurs. C'est-à-dire comment, en primaire, on redit quelque chose de ce qu'est l'activité agricole et de sa réalité, ce qui permet à la fois de susciter parfois des vocations, certains étant pris par la patrouille, si vous me permettez l'expression, et puis s'il n'y a pas de vocation, de susciter des gens qui quand même auront un regard quand ils croiseront un agriculteur et qui auront un écho quand ils écouteront ce qu'on peut dire parfois comme bêtise sur telle ou telle antenne ou sur telle ou telle expression réseaux sociaux, qui permettra d'avoir des gens qui ont un peu conscience et qui sortent l'agriculture du sentiment de forteresse assiégée dans laquelle elle s'est trouvée sur plein de sujets. Et donc c'est comme ça qu'il faut répondre. Et donc la loi, elle vient là-dessus, et puis elle vient sur un quatrième sujet, mais qui n'était pas prévu au démarrage. Enfin, elle vient sur deux sujets. C'est un, qu'est-ce que vous voulez de l'agriculture? C'est tout ce qui est autour de la souveraineté. C'est en gros, même si ça c'est la force de la loi, et en même temps, il y a aussi beaucoup de programmatique dans cette affaire-là. Mais ça permet de reposer, et le débat qu'on a eu à l'Assemblée, pour moi, était utile. J'en parlais avec des députés, y compris avec lesquels je me suis opposé, mais ça a permis pour une fois d'opposer les visions. Et de ne pas être dans un espèce de truc de on veut ça, mais on veut ça. Injonction contradictoire qui était évoquée par vos collègues tout à l'heure. Faut produire, on ne vous dit pas qu'il faut produire autant, voire plus, et en même temps on vous donne toutes les injonctions pour donner le sentiment qu'on veut produire moins. Et donc ce débat-là, dans le texte d'orientation agricole, il permet quand même de redire quelque chose de qu'est-ce qu'on veut, avec les traductions européennes qu'il faudra en avoir. Parce que la grande ambiguïté de démarrage, c'est l'ambiguïté européenne. C'est parce qu'on en a rabattu sur cette ambition-là et que le Green Deal n'a pas exprimé autre chose que faut produire moins parce qu'il faut moins de facteurs de production et qu'il faut moins de gaz à effet de serre. C'est ça qui a été un sujet. Or, c'est une traduction qu'il faudra avoir puisque il s'est passé deux trucs depuis la PAC, c'est Covid et guerre. Et pas guerre n'importe où, guerre chez nous. Et guerre entre des puissances alimentaires. Bon, donc là on sort de la naïveté, ça c'est le collectif, et ça doit donner cette intention. Donc premier sujet, pardon, je suis long, mais souveraineté. Et deuxième sujet, c'est les sujets de simplification. Parfois quand je veux faire de l'humour, ce qui m'arrive, je dis que c'est compliqué de simplifier en fait. Parce qu'on croit toujours que l'intention est toujours là. Moi, je donne deux conseils. Un, pas trop le dire et le faire, beaucoup. Deux, maintenir l'effort. Y compris ce que vous dites, vous, d'ailleurs, chez les GIA et d'autres, qui est de dire, la simplification, c'est pas un grand soir. C'est tous les matins, il faut dire où est-ce qu'on en est, comment ça avance, qu'est-ce qu'on a simplifié, parce qu'il y a toujours un coin où vous êtes rattrapé par
Deux injonctions que j'entends assez souvent, c'est on a toujours fait comme ça et c'est pas possible. Et je disais ce matin à un certain nombre de responsables professionnels, là on a quand même dépoté de la simplification, et maintenant à chaque fin d'exercice que je fais, il faut que le ministre soit présent parce que c'est une injonction politique. Je dis, et pourquoi on n'a pas fait ça il y a 10 ans? Parce que ça paraît parfois, alors ça perturbe un peu parfois les administrations, mais c'est, au fond, vous me dites que c'est simple, mais pourquoi jamais on l'a fait? Il y a quand même des trucs qui sont un peu incompréhensibles pour dire les choses. Jean-Baptiste, on parle des attentes depuis tout à l'heure des jeunes, mais est-ce qu'on peut avoir l'avis d'un jeune? Est-ce que vous sentez aussi ce poids dont on parlait, et puis votre vision de l'avenir? Alors le poids, je pense qu'on soit installé cadre familial ou hors cadre, on a forcément un héritage. En fait, on porte parce qu'on travaille sur la terre et on travaille avec la terre. Et à un moment donné, les anciens, qu'ils soient de la famille ou pas, ils nous délèguent leur mission qu'ils ont eue de continuer à nourrir le peuple. Et je pense que ça, c'est l'objectif premier. Et quand on s'installe en agriculture, c'est quand même différent de quand on monte une entreprise commerciale standard, c'est-à-dire qu'on s'engage pour une carrière a priori. Le postulat de départ, c'est je vais faire ça jusqu'à ma retraite parce qu'il y a beaucoup d'investissements, parce qu'il y a beaucoup de foncier, il y a énormément, et puis il y a une passion réelle qui est là, parce que en fait, c'est un choix de vie on va pas aussi. le faire. Voilà, c'est un choix de vie et de carrière qu'on fera même au-delà de la retraite. Je pense qu'on a tous des parents retraités qui continuent encore à travailler avec nous, voilà, pour nous aider, parce qu'ils savent combien c'est compliqué, difficile, et la charge de travail, elle est quand même présente. Après, en termes de vision de la ferme France, je la vois familiale, clairement, parce que c'est vraiment le modèle qui fait qu'on a une agriculture vertueuse, qui permet, en temps normal, hors contexte de crise, de tirer un revenu par la diversité de production, et de nourrir la France aussi, la nation. Ça doit être toujours l'objectif premier quand on prend une mesure, monsieur le ministre, c'est est-ce que ça va être applicable et est-ce que ça va être au bénéfice de la mission première de l'agriculteur, qui est de nourrir la population. Voilà, ça, je pense qu'il faut que ça soit toujours une phrase qu'on ait en sourdine dès qu'on réfléchit à quelque chose et dès qu'on réfléchit à un texte de loi ou à un décret. Ça me paraît primordial, et on avait le sentiment pendant un petit moment que les normes qui nous tombaient dessus n'étaient pas faites avec ce postulat de départ. Et donc ça c'est aussi ce qui fait que la colère sourde, elle est arrivée, mais depuis longtemps. Et donc voilà, d'avoir cette pensée-là dès qu'on réfléchit à une norme, à un texte, à quelque chose, mais que ça soit, même que ça vienne de l'Europe, faut garder cet état d'esprit-là. Est-ce que dans l'état où moi je suis en responsabilité, cette norme appliquée telle qu'elle va permettre de garantir, voilà, le fait que les agriculteurs puissent nourrir la population, parce que si on fait ce métier, c'est quand même au départ pour ça. Et voilà, c'est ce qui fait notre fierté. Moi, je préfère voir que mon raisin, quelqu'un le mange, plutôt que de le jeter au talus, comme on dit, parce que personne n'a voulu me l'acheter. Voilà. Donc c'est forcément l'objectif premier, c'est de nourrir la population. Et donc je vois une ferme France qui est nourricière et qui est diversifiée de par ses profils, de par ses cultures et de par l'ensemble des actions que les agriculteurs vont pouvoir mener pour le territoire, parce qu'on a là aussi la mission qui va être de plus en plus forte de la captation de carbone, l'adaptation au changement climatique, on l'a entamé, il va falloir aller plus loin que ça, il va falloir qu'on soit fortement accompagné, parce qu'on ne peut pas faire reposer l'ensemble de l'adaptation au changement climatique sur le monde agricole aussi. Je pense qu'on n'est pas les moins vertueux de la captation, on en fait énormément. Voilà. Donc, et que ce qui est déjà fait de manière positive sera aussi, voilà, qu'on puisse récupérer le fruit du travail qui a déjà été fait. Voilà, ne pas faire de l'accompagnement juste à la transition, c'est aussi féliciter ceux qui depuis longtemps se sont adaptés et ont mis en place les outils pour s'adapter et atténuer le changement climatique.
Non, ça me faisait juste trois remarques. Sur la question de la norme, il ne faut pas qu'on organise la compète entre les pays européens. C'est-à-dire qu'on a quand même un sujet français, c'est qu'on se croit toujours plus malin que les autres. Et en fait, il faut sortir. Alors je pense qu'on en est quand même singulièrement sorti, mais c'est une vigilance de tous les instants, pour être très honnête. Du moment où on dit, bah, c'est pas grave, on fait notre norme, et comme on est français et qu'on est toujours plus intelligent que les autres vont nous suivre. En fait, il suffit que la France dise, et les 26 autres, ils se mettent derrière en rang d'oignons, et ils disent, on est d'accord. Or, les autres, ils nous regardent et disent, bah, passe devant. Fais ta norme. Et moi, pendant ce temps-là, c'est mon petit bonheur. Le temps que la norme me rattrape. Donc, premier sujet, c'est quand même un sujet en particulier sur un marché unique, sur un espace unique, où les concurrents ne peuvent pas être à l'intérieur principalement, mais plutôt à l'extérieur. Il ne faut quand même pas faire ce genre de choses. Deuxième élément, à chaque fois, il faut interroger la norme, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi vous faites la norme. Quel est l'objectif final? Quand vous regardez sur la question, je prends la question des jachères, par exemple. Quand vous tricotez, moi je l'avais posé très tôt en fait dans le processus, y compris avant les mouvements, j'avais dit mais quel est l'objectif servi en termes, y compris environnemental, pour la jachère? Et en fait, quand vous tirez la pelote, il y a quand même des gens qui étaient dans un objectif plutôt, il faut produire moins. En fait, donc faut aller pousser au bout pour regarder s'il y a une contradiction dans la norme. Et ça c'est sur la trajectoire des normes nouvelles, c'est de dire à chaque fois quel est l'objectif servi. Voilà. Parce que ça permet. Et sur la norme existante, il faut réinterroger à chaque fois. Ou même sur la simplification. C'est pourquoi on avait ce contrôle, pourquoi on avait ce process, pourquoi on avait cette demande de. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que faut être en capacité de réinterroger le flux, mais il faut interroger le stock de normes. Et il y a du tri. Et à chaque fois avec la même question, qu'est-ce que ça sert comme objectif? Parce que je ne dis pas que moi je ne ferai pas, vous non plus d'ailleurs, non, il ne faut pas de normes, hein, parce que ça protège aussi les normes, y compris vous, parfois. De la concurrence déloyale d'autres. Il faut à chaque fois interroger comme ça la question, c'est est-ce que je me crée de la distorsion de concurrence entre pays? 2, qu'est-ce que je sers comme objectif? 3, est-ce que ça en rabat sur la question ou pas de production? Et auquel cas, comment ça se compense, y compris pour accompagner la transition? 4e élément, pardon, non, je ne monopolise pas, mais je voulais juste dire un truc complémentaire, c'était la vraie complexité qu'on a vue aussi dans ce mouvement, c'est la norme et 2, sujet de court terme, sujet de moyen terme. Je pense, parce que je me retourne vers vous, parce qu'on a eu plusieurs conversations sur le sujet, nous, c'est dans des régions comme les vôtres, mais pas vous n'êtes pas les seuls, c'est comment je passe le cap des 1 ou 3 ans et comment je me projette. Or, vous avez besoin de transition. C'est-à-dire que la transition écologique, pour vous, elle est utile pour continuer à produire. Dès lors qu'elle n'est pas une norme de contrainte, mais une norme d'accompagnement pour le faire. Et puis, dernier sujet, je pense qu'y compris dans le dialogue avec la société, oui, c'est bien de rappeler à tout le monde que l'agriculture, c'est d'abord là pour nourrir quand même, parce que des fois, il y a un peu des gens qui ont oublié. Vous n'êtes pas jardinier du paysage, quoi. Enfin, vous êtes d'abord producteur. Mais 2, vous allez, pour le coup, c'est la boîte qui va s'ouvrir, j'y pense à cause de la question des financements, c'est votre capacité, la capacité du monde agricole et forestier d'ailleurs, mais ce n'est pas complètement délié d'ailleurs, à stocker du carbone, c'est-à-dire que vous allez rendre des services aux autres. Et alors ça, ce n'est pas une question alimentaire, mais c'est une question dans la société, ça vous donne une 2e place. C'est nourrir les gens et les protéger du dérèglement climatique. Et ça peut peut-être à terme, c'est là qu'on a encore une difficulté, moi je trouve, dégager des moyens en disant, parce qu'il faut quand même me le payer le truc, le service. C'est le service, alors là on est vraiment sur strictement en carbone. Et ça pour le coup, il y a une voie sur laquelle, puis ça réinverserait totalement le regard du monde extérieur à l'agriculture sur l'agriculture que de dire en fait, c'est pas premier écologiste, on peut toujours dire ça, mais c'est pas ça le sujet, vous allez être quasiment les seuls, le secteur agricole et forestier est le seul à pouvoir faire du stockage carbone, pour le compte de tiers, sous différentes façons. Et donc ça, à mon avis, c'est un élément à valoriser pour l'avenir, et puis par ailleurs, un élément de rémunération probable. Et, bien entendu, seulement quand tout ça devient difficile dans la tête, que moi je les vois individuellement, je ne vois pas un problème, je vois une personne, un individu qui ne dort plus et qui doit quand même trouver sa place dans les normes, dans un pays, dans un fonctionnement. Et quelle réponse le psy peut apporter à ça? Évidemment, c'est de ne pas rester seul. Parce que l'être humain, de toute façon, n'est pas fait pour rester seul. 2, c'est de s'engager, mais c'est de s'engager
encore une fois, pour une transformation de meilleure qualité que ce qu'il y avait avant, parce que le risque, c'est 3, rester dans cette marge épaisse, et on peut dire rester, le mot est un peu actuel, mais c'est rester radicalisé et ne pas savoir évoluer, en sortir.